Bonsoir et bienvenue dans Culturel, je suis ravie de vous retrouver. On va parler de musique ce soir, il y en aura même un petit peu en direct sur le plateau. On va parler de peinture et d'expression avec plusieurs expositions à découvrir. On va parler de cinéma aussi, de cours films, c'est les 24 cours ce début février, ça commence demain. Et puis on va parler d'imaginaire avec les Mycéliades et l'association Fantastinet. Bref, comme d'habitude, un gros plateau plein d'invités et plein de choses à découvrir. Alors restez avec nous, on se retrouve tout de suite dans Culturel. Et je commence par vous présenter le plateau autour de moi. Charlotte de Maupoux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste peintre et vous êtes entre les murs du FIA actuellement. Lucien Rumi, bonsoir. Bonsoir. Donc commissaire et fondateur du FIA. Vous allez nous parler de cette belle exposition qui est jusqu'à début mai, c'est ça, oui, début mai, au FIA au Mans. Mais avant, je me tourne vers Dominique Fanal, bonsoir. Bonsoir. Président d'Adoramus et chef d'orchestre. Vous êtes venu avec Vie une femme, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes violoniste, comme on va le voir. Vous êtes en concert le 8 février prochain à la chapelle de l'Oratoire au Mans. C'est à 18h et c'est un programme particulier, enfin peut-être pas, mais en tout cas qui est accessible dans le sens où c'est marqué en gros sur l'affiche, La Truite de Schubert. Tout de suite, ça résonne pour le public, évidemment. Oui, alors en effet, d'abord c'est un concert de musique de chambre, donc moi j'interviendrai pas, c'était un peu mon concept. Donc il y a en effet deux tubes, si on peut dire, la sonate Le Printemps de Beethoven dont vous parlera Vigne, et puis en effet la Truite de Schubert, donc un quintet pour piano et cordes, oui, que très connu, oui, parce qu'il y a son fameux 4e mouvement qui est écrit sur un de ses fameux leaders qui s'appelait La Truite, dit Forel, et entre les deux il y a une petite pépite, une œuvre russe que personne ne qu'on ne connaît pas beaucoup en France, un compositeur qui est après le romantisme russe de Tchaïkovski, Borodine, et Moussorgsky, Rimsky-Korsakov, et avant les grands compositeurs soviétiques Prokofiev, Shostakovich. Donc il y a une zone là au début du siècle avec Scriabine, Mettner, et ce fameux Miaskovski, Nikolai Miaskovski, qui a écrit une œuvre considérable, qu'on joue jamais ici, qu'on joue beaucoup en Russie, mais pas du tout en Europe, dont 27 symphonies. Et puis il y a une sonate pour violoncelle et piano que je ne connaissais pas, que notre violoncelliste m'a fait découvrir, qu'il a proposé pour ce concert, et qui est une œuvre vraiment, vraiment tout à fait étonnante, qui est encore un peu romantique et déjà très moderne, avec beaucoup d'intériorité, du côté spectaculaire aussi. Une œuvre un petit peu vénéneuse par endroits, très curieuse. Ouais. Alors justement, la musique de chambre, alors vous êtes 5 du coup. Il y a un pianiste qui Geoffrey Hainaut, ouais. Contrebassiste, je vais y arriver, violoncelle, oui. Olivier Ledru, alto avec Claudine Christophe, et puis vous en violon. Cette organisation, le fait de jouer comme ça en petit comité, comment vous travaillez les morceaux? Est-ce qu'ils ont été déjà écrits pour ça? Parce qu'on imagine tout de suite quand on parle de concerto et autres, on imagine tout de suite des grands ensembles. Comment la partition est-elle la même? Comment on appréhende le concert? Alors là, c'est pas le cas. C'est vraiment de la musique de chambre écrite pour de la musique de chambre. 4, 5 solistes, etc. Vraiment de la musique de chambre, sans chef, ouais. Donc ils travaillent entre eux. Mais du coup, vous êtes soliste en fait, oui. Chacun. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'être soliste avec un orchestre derrière. Oui, absolument. Là, on est vraiment chacun soliste. Moi, c'est ma conception de la musique de chambre. C'est un tel nombre de personnalités au service d'une œuvre où chacun joue sa propre partie. Personne n'est doublé. Enfin, on a vraiment chacun sa voix. Donc dans la truite, on sera 5. Entre parenthèses, le contrebassiste, notre contrebassiste habituel, Mauricio Romero, étant souffrant, il sera remplacé par un magnifique collègue qui s'appelle Thierry Barbet, ouais. Pardon. Voilà. Et puis donc là, dans la sonate, les deux sonates, donc l'une pour piano et violon
de Beethoven, que j'aurai l'honneur de jouer avec Gefreno. Là, c'est la même chose. On est deux solistes, quoi, deux partenaires, chacun sa partie, évidemment. Et puis, bon, pour la sonate de Miaskovski, ça sera la même chose, violoncelle avec Olivier Ledru, qui est du Mans, d'ailleurs, et Geoffrey. Alors, évidemment, sans mauvais jeu de mots, il y a quand même le fait de s'accorder entre les deux parties, même si vous avez chacun votre voix, comme vous le dites. J'imagine qu'il y a quand même une entente sur l'interprétation, ou finalement, dès qu'on met les deux ensemble, ça fonctionne quoi qu'il arrive. On travaille, on répète pour trouver une entente, pour se mettre au diapason, comme on dit, sur la même longueur d'onde. Mais au départ, on peut avoir des idées très différentes de la même œuvre, du même passage, mais ça peut être bien d'ailleurs. C'est ça. Ensuite, on travaille de façon à ce que ça soit cohérent, enfin, que nos voix différentes, nos visions respectives soient cohérentes et compatibles. Bien sûr, et s'accordent, encore une fois. De toute façon, la grande musique, elle est écrite de telle façon que, premièrement, il n'y a pas une seule façon de la jouer, de l'interpréter, et quand c'est la grande musique comme Schubert ou Beethoven, vous savez, nous, interprètes, on n'a pas grand-chose à chercher. Enfin, on tombe vite d'accord, quoi. Alors après, il faut jouer. Alors justement, vous nous faites le plaisir ce soir de nous jouer un petit morceau en direct. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous allez nous jouer ? Oui, alors voilà, comme pour faire connaissance, on va dire, comme premier contact avec vous, avec tout le monde là, j'aimerais vous jouer un petit mélange, un petit medley que j'ai concocté il y a quelques années, où se mêlent différents styles. C'est un hommage au maître baroque et rock, puisque je commence ce petit pot-pourri par le célèbre Adagio d'Albinoni. Je bifurque assez vite sur du Johnny, ensuite sur du Bach, et re-Johnny à la fin. J'ai appelé ça Albi Johnny Sébastien Bach, que je t'aime et variations. C'est pour violon seul, c'est pratique parce qu'aujourd'hui je suis tout seul, donc je vais pouvoir jouer ça comme un grand a cappella. Oh bien. Dominique, comment vous choisissez justement les œuvres et comment vous construisez ces groupes de musique de chambre ? Écoutez, je vois ça avec eux. C'est un petit peu moi qui décide souvent, mais c'est vrai que je leur en parle. Je veux absolument avoir leur aval. Donc là, on avait parlé J'avais dit que c'était très bien de faire deux œuvres très connues avec une œuvre à découvrir au milieu. Oui, c'est ça. Donc avec Wing, je lui dis, en fonction du minutage aussi, parce qu'il y a 10 sonates de Beethoven et celle-là, elle n'est pas des plus longues. Donc il fallait que ça rentre dans le programme. Donc je lui ai proposé cette sonate de Le Printemps parce qu'elle est encore déjà romantique, mais encore très classique, comme un au revoir au grand siècle un petit peu. Et puis, après, il y a cette sonate de Miaskovski qui est complètement différente. Très, très, très passionnel. Et puis pour finir, donc le Schubert, qui était une grande machinerie de 40 minutes quand même. Oui, c'est ça. Donc voilà, je trouvais ça très bien de mettre deux Viennois. Et d'être rythmé à la fois dans la découverte et dans le rythme. Donc je leur propose des œuvres, ils sont d'accord ou pas. Et puis là, ils étaient... Bon, voilà. Non, d'ailleurs, c'est faux ce que je dis, parce que le violoncelliste, je lui ai proposé deux autres œuvres, au choix, modernes. Et il m'a dit non, mais j'aimerais bien faire Miaskovski. Et je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai écouté, j'ai trouvé ça formidable et on est parti sur Miaskovski. Voilà. Alors on va voir ce que nous a concocté Vigneux Femme. Je vous laisse jouer.
effet, on reconnaît certains airs. Et c'est ça aussi l'idée, c'est de faire découvrir à la fois des œuvres et puis aussi des artistes, des solistes, de reconnaître les instruments. Le concept de la musique de chambre, ça permet aussi peut-être d'être plus attentif et plus en écoute de chacun des instruments pour le public. Il y a un public, j'ai découvert au Mans, un public passionné par la musique de chambre, autant que par le grand symphonique, et des gens qui viennent vraiment écouter un quatuor de Schubert, religieusement parfois, enfin vraiment. Ouais. Une petite précision. En fait, ce qu'on appelle la musique de chambre, qui fait partie du milieu dit classique, en fait, ça correspond un peu, c'est ce que font les Beatles. Oui, c'est ça, c'est un groupe de musique, quoi, de Rolling musiciens. Stones, voilà. C'est un groupe un nombre un peu limité, et ils ont chacun leur voix, et voilà, ça fait quelque chose de plus ou moins harmonieux, voilà. Oui, c'est ça. En fait, mais c'est pour expliquer au public, parce que c'est vrai que des fois, le terme musique de chambre, même comme la musique classique, peut faire un peu peur, de se dire qu'est-ce qu'on va écouter et tout ça. C'est ça qui est chouette de vous voir jouer. Et là, c'est une occasion de voir ces artistes. Le 8 février, je le rappelle, à la Chapelle de l'Oratoire. On prend ses places sur le LOASO Adoramus, comme d'habitude, pour pouvoir réserver ses places. Ou alors Librairie Tuard, ou alors le Fils du Tourisme. Voilà, et ça permet de remplir petit à petit la salle. Après, on peut venir sur place le jour même, évidemment. Mais voilà, c'est toujours des découvertes. Si vous n'êtes pas forcément habitué de ces programmes-là ou de ces esthétiques, allez tester. On a la chance de les recevoir au Mans, Chapelle de l'Oratoire le 8 février prochain, avec Adoramus. Et donc, il y aura d'autres, évidemment, concerts à suivre. Il y en a à peu près combien dans l'année tous les là, il y en a 7 cette année, donc il en reste 3. Après, dont le fameux Stabat Mater de Dvorak. Donc, on va, vous reviendrez nous en parler, mais voilà, allez écouter de la musique et ouvrir un petit peu à d'autres horizons. Vous verrez, ça fait du bien, et puis on s'y reconnaît aussi, pas que pour le Johnny d'ailleurs, évidemment. La sonate de printemps, elle est je pense les gens, beaucoup plus de gens qu'on ne croit, la connaissent sans le savoir, en fait. Oui, c'est ça. Le thème du printemps, alors il ne faut pas confondre avec le printemps de Vivaldi, on est d'accord. Là, on peut jouer ou pas là? Oui, je pense que... Ça, c'est Vivaldi. Bon, ça, c'est le printemps de Vivaldi. Alors, attention, c'est pas celui-là qu'on va jouer. Il ne faudrait pas que je sois accusé de mensongère publicité. Non, le printemps de Beethoven, alors là, sans piano, ça ne va pas donner la dimension réelle, mais quand même, je peux jouer le thème du début, l'ouverture, c'est magnifique. En principe, c'est magnifique. Mais en tout cas, c'est très connu de beaucoup de gens, en plus qu'on ne croit. Après, il y a le piano. On sent le côté romantique aussi. Alors, c'est vrai que je ferai un petit clin d'œil à ceux qui savent qu'aujourd'hui sort une série très attendue pour les gens qui veulent voir des séries en costume sur le romantisme. C'est très à la mode. Alors, allez voir de la vraie musique en direct. Donc, le 8 février prochain à la Chapelle de l'Oratoire. Merci d'être venu nous donner un petit avant-goût de cet événement. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Charlotte de Maupoux et Lucien Remy, pour cette exposition Peinture. Alors voilà, pareil, pas de publicité mensongère, Peinture, on y est, on est dedans. Une exposition de votre travail. Alors peut-être je vais commencer par poser la question à Lucien de me présenter, de vous présenter et de me dire voilà pourquoi Charlotte a envahi le FIA. Parce que peinture, ce sont des peintures qui parlent de la peinture. Et donc, Charlotte, que je connais depuis une quinzaine d'années maintenant, puisqu'elle avait gagné un prix Le Franc-Bourgeois à l'époque, c'est là que je l'ai rencontrée. Mais c'est quelqu'un qui a une formation classique très solide, puisqu'elle a fait les Beaux-Arts au Mans, elle a les Beaux-Arts de Paris, elle a fait le Royal College à Londres. C'est ça. C'est une institution extrêmement cotée. Et puis, elle a été pensionnaire de la Casa Velasquez à Madrid pendant 2 ans. Voilà. Et puis donc, Charlotte, c'est un travail que donc je suis depuis toutes ces années-là. C'est un travail qui est sur l'énergie, sur la couleur, donc qui parle de la peinture. Voilà. On peut parler
des grands maîtres qu'elle imite ou des paysages qu'elle nous montre, mais ce qu'elle montre, c'est d'abord de la peinture. Voilà. C'est ça, c'est pour ça que je disais peinture. Alors évidemment, il y a la référence, mais cette espèce de un petit peu d'allitération, je trouve que ça va bien avec votre travail. Alors, Lucien l'a déjà dit, il y a des œuvres que vous faites inspirées par des toiles de grands maîtres, et on y voit peut-être justement des références à votre parcours. Et puis il y a une expression qui vous est propre, évidemment, qui est assez colorée, qui est assez joyeuse, et qui en même temps très, très vif. Il y a un côté pris sur le vif, même quand vous parlez, quand vous nous parlez des grands artistes. Comment vous travaillez? Quelle est votre inspiration, justement? Alors, ce serait notamment le printemps que j'attends chaque année. En fait, c'est les émotions qui traversent la vie d'une artiste dans son atelier. On est en train d'attendre... Enfin, pas attendre, on est dans un état où moi je suis plutôt à la recherche en fait de qu'est-ce que va être l'inspiration. Est-ce que ça va être quelqu'un avec qui je vais donner rendez-vous à l'atelier pour faire son portrait? Est-ce que ça va être une carte postale qui va tomber par terre et je vais essayer, voilà. Et c'est la manière de le faire. Mais donc il y a 10 grandes peintures, 10 grands formats. Qui sont des paysages que je fais sur le motif régulièrement. Alors, sur le motif, pour expliquer, c'est quand vous peignez sur place, vous êtes dans le paysage. Dehors, dans le paysage, absolument. Autour de cours de manche. Je travaille avec de la colle que je fais chauffer, donc il faut aller vite. Il faut vite rentrer dedans. Je peux pas me dire, c'est la peinture sur le vif, on va dire. Nuage. Non, il faut, voilà, je me mets dans cet état d'urgence. Et puis après... Alors comment ça fonctionne en fait? C'est la matière qui peut évoluer très vite, comme c'est de la colle, c'est à chaud. Sans mauvais jeu de mots, ça sèche très vite, c'est ça. Qui prend et qui devient vite gelée. Elle est gélatineuse, on la fait chauffer, elle fond avec des pigments, et puis après vite elle va reprendre. Donc il y a selon la météo. C'est une technique très ancienne. C'est la définition. Alors je ne sais pas si à tempéra c'est le terme pour cette technique particulière, mais en tout cas il y a cette idée de pouvoir justement sur le vif capter un instant finalement pour vous aussi en fait d'un point de vue purement technique. Absolument. Oui, la technique que j'utilise m'oblige à être dans cet état d'urgence. Où il faut saisir le nuage, on ne peut pas remettre à demain. Et j'aime bien par exemple, quand il a fait très mauvais, là, enfin pas très mauvais, il faisait très beau, il y avait de la neige. Et c'était vraiment beau, donc il faut aller vite, parce que en plus ici, la météo change beaucoup, donc il faut, voilà, j'aime bien être prête à aller sur le terrain, justement. Absolument. Alors, comme un photographe, comme tous les artistes qui captent des choses autour d'eux, en tout cas vous le faites sur le motif. C'est pas parce qu'on est chauvin, mais quand même un petit peu. On est sur la MTV, on peut dire que vous êtes autour de la Charte-sur-le-Loir, donc en plus vous captez des paysages qui sont pas loin de nous, et puis des choses qui vous sont inspirées par des grands maîtres. Qu'est-ce qui vous fait dire, justement, qu'est-ce qui déclenche, telle une météo ou une journée particulière, l'envie de reprendre des bouts de tableaux de maîtres comme ça? Est-ce que ça va être l'aspect formel ou ça va être le sujet de l'artiste? Je pense que le sujet, il arrive dans ma vie en fonction des éléments joyeux ou tristes ou... qui vont accompagner ce moment-là. Et puis, donc là, il y a pas mal de peintures qui sont d'après Courbet. Et en fait, j'avais envie de faire un hommage à Gustave Courbet, qui est un peintre que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et à aimer. Parce qu'il y a des tableaux comme ça, comme des musiciens qui ne se donnent pas tout de suite et qui nous émeuvent pas tout de suite. Donc, il y a tout un travail d'aller les voir, d'aller les revoir. Puis, vous avez des amis qui peintent, qui vous disent « Non, mais vraiment, tu vas voir l'enterrement ornant, et vous vous trouvez devant l'enterrement ornant, et vous dites, c'est quoi cette grande croûte noire? Et puis, à un autre moment de la vie, peut-être plus triste, vous dites, mais oui, il faut que j'aille voir. L'enterrement ornant a besoin de m'accompagner. Ou le bonheur de l'atelier de Courbet qui n'est que la joie, avec
au centre, ce grand paysage quand même. C'est ce qui m'amusait, c'est que le centre de l'atelier soit un paysage. Donc voilà, je fais un peu je joue avec le fait que l'atelier soit au centre, mais il est aussi à l'extérieur, il est dedans. Je peux peindre derrière certains tableaux. Voilà. En fait, la peinture, je pense que c'est comme un musicien. Ça arrive à remplir ma vie de sauvage de façon assez intense. Alors justement, vous dites votre vie, je vous reprends le terme sauvage, mais il y a un côté spontané qu'on ressent. Alors j'ai vu aussi des photos dans votre atelier on ne se connaît pas, mais dans l'œuvre, ce que vous proposez au public, on sent un échange et en fait justement ce dialogue qui s'installe, c'est par les couleurs, c'est par le geste ou parce que vous voulez nous montrer. Je trouve que c'est très, même si c'est très spontané, c'est très écrit dans le sens où on a l'impression d'être en dialogue justement avec ce que vous voulez nous dire. En tout cas, je trouve qu'il y a cette main tendue par une expression qui est assez ouverte. Enfin, je veux dire, c'est des tableaux qui ont des formes reconnaissables et autres. Donc, c'est une façon d'entrer qui est plutôt classique dans la peinture. Oui. La peinture, je pense que les images qu'on a, on a tous, par exemple, vu des vers-mères, on les a vus sur les pots de yaourt, on voit la laitière, tout le monde le connaît. C'est dans notre imaginaire. On a dans l'imaginaire, et en même temps, quand les gens sont devant mes tableaux, ils se demandent un peu, mais est-ce que c'est tout à fait celle-ci ou est-ce que c'est une autre? Et j'aime bien m'amuser sur le souvenir. Donc, quand je travaille de façon technique avec des cartes postales ou des images, mes livres, il y a toujours un moment où j'abandonne le personnage, ce qu'il est réellement, parce qu'en fait, au bout d'un moment, je deviens un peu ce personnage. Oui, c'est vous l'appropriez. Ma vie à la ferme, oui, ça me paraît évident, comme je vis à Courdemanche sur une exploitation de vaches laitières, ça m'amuse voilà. C'est ça. Alors ce jeu-là, c'est pas le premier artiste qui nous fait réviser, on va dire, notre histoire de l'art, mais c'est justement le cœur aussi du FIA avec des artistes vivants qui nous proposent plusieurs interprétations, plusieurs modes d'expression à découvrir, et ça permet justement de s'éveiller à des thématiques et à des matières. Et ça, c'est important aussi, c'est le rôle d'un fonds d'art actuel. Ben là, ce qu'on présente, c'est une peinture émotionnelle. C'est-à-dire que même quand elle présente un paysage, c'est les émotions que ce paysage, c'est comme un ping-pong entre le paysage et elle-même, et qui font qu'il va y avoir une émotion qui va être transcrite par l'artiste sur la toile. Et donc, il y a ce ping-pong-là. Et pareil, quand elle reprend les œuvres de Gustave Courbet, qui était un grand révolté, puisque Courbet est connu pour ça, et qui a remis en cause beaucoup de choses dans la peinture. Notamment, il s'est affronté aux peintres académiques de son époque. Et donc, elle s'affronte à Courbet, qui était un anti-académique, donc, et de manière anti-académique aussi. Et donc, finalement, l'art, c'est quelque chose qui se renouvelle, même si on reprend des choses, même si on transcrit un paysage. Ce qui est important, c'est la vision de l'artiste par rapport au paysage, à la peinture connue ou pas connue de tel ou tel artiste. Et donc, il y a ce ping-pong, cette relation, et c'est une vision émotionnelle de cette peinture-là, de tout ça. Et ça, les gens, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent venir, voir, regarder, et puis avoir une relation directe avec l'œuvre. Alors après, on peut intervenir, on a des visites guidées. Bien sûr, il y a de la médiation. Il y a une médiation extrêmement poussée avec nos deux collaborateurs qui travaillent vraiment à fond leur médiation. Eh ben, on a un plus, on a une saveur supplémentaire. C'est comme si, c'est une musique, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on exprime, qu'on reçoit. Et c'est cet échange, ce ping-pong entre celui qui regarde et celui qui a fait, qui n'est pas là, qui a laissé son œuvre là, et puis qu'on le rencontre, et puis on a envie de le rencontrer ou pas. Voilà. Et peut-être, comme vous disiez avec le terme émotionnel, on vous rencontre assez facilement, en fait, j'ai envie de dire. Peut-être, il y a cette rencontre qui se fait par votre expression, et on voit bien que justement que c'est votre interprétation de certaines toiles, et elle les a rencontrées, vous les rencontrez autant que vos vaches, en fait. C'est pour ça que vous pouvez nous en parler. En
En tout cas, c'est jusqu'au 10 mai prochain. Il y a des visites guidées, il y a des actions de médiation. Évidemment, il y a des scolaires aussi qui viennent voir cette exposition. C'est au FIA, c'est en centre-ville du Mans, juste à côté de la place de la REP et de la Visitation. Derrière la Visitation, je vous invite évidemment à aller découvrir ces toiles. Merci d'être venu, vous êtes sorti de votre atelier au milieu de la ferme pour venir nous présenter cette exposition. Et je rappelle, le 8 février prochain, on vous retrouve pour le concert à la Chapelle de l'Oratoire avec Adoramus. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous partager vos œuvres et on continue avec les prochains invités tout de suite dans le Culturel. Alors dans un instant, on va parler de peinture et de sculpture et d'abstraction avec vous. Almanto, bonsoir. Vous êtes artiste et vous êtes venu avec Pierre-Yves Paulin qui vous accueille à la Galerie de l'Éphémère. Bonsoir. Bonsoir. On parlera des fariboles dans un instant, mais avant, je me tourne vers David Le Sauvage. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant en histoire et cinéma et membre surtout du comité de sélection des 24 cours. C'est pour ça que vous êtes là avec Amandine Gesselin. Bonsoir. Bonjour. Alors, les 24 cours, je le disais en introduction, ça commence demain, vendredi 30 janvier, à Mulsanne avec Ciné d'ici. Et puis après, ce sera les 6, 7 et 8 février, donc au Mans, au cinéaste, au Théâtre Épidore à Bouloir et à l'Éolienne à Arnage. Voilà, comme ça, les présentations sont faites. Évidemment, vous pouvez aller voir les dates, etc. Peut-être pour ceux qui auraient raté, c'est la combienième année La 23e La 23e édition. année, voilà. Ouais. Bientôt 24-24. Oui, c'est ça. Voilà, nous réexpliquer ce que c'est. Les 24 cours, évidemment, c'est pour court-métrage. C'est ça, c'est les courts-métrages. C'est une compétition de courts-métrages. Alors, il y a deux compétitions. Il y a les moins de 5 minutes. Ouais, c'est ce que vous appelez les très courts. Les très courts. Tout court. Ouais. Les tout courts. Donc, ça, c'est le vendredi soir. Et puis après, sur 2 jours, il y a une sélection de courts-métrages qui vont jusqu'à 30 minutes maximum. D'accord. Et c'est vraiment... est-ce que techniquement, c'est le terme pour définir des œuvres qui vont de 1 minute à 30 minutes ? Sur le court-métrage, on peut aller un peu plus long, mais nous, c'est notre critère. D'accord, On a vous, voulu... c'est votre critère. Ouais, Parce que on a ça, il me voulu. semblait que certains courts-métrages vont un peu plus long. Pas plus de 30 minutes. Et du coup, comment vous sélectionnez justement ce concours ? Parce que j'imagine qu'en 2 jours, on ne voit pas tous les courts-métrages qui sont proposés. Non, on reçoit Là, on avait commencé à faire des sélections dès le fin mai. Il y a une ouverture des inscriptions sur une plateforme. Et on a vu, je crois, plus de 1800 courts-métrages. On est une équipe de 6. On est 7 sur 7. les tout courts et 7 sur les courts-métrages. Donc Voilà. on se dispatche en fait les sélections et après on fait un petit mix entre ce que nous on a aimé, on en débat autour d'une table. Voilà, pour pouvoir sélectionner les meilleurs. Et alors justement, parce que c'est ça qui nous intéresse, puis on aime bien être un petit peu à votre place quand on vient voir les 24 cours. Est-ce que chacun regarde et puis dit après, regarde celui-ci ou voilà, ou est-ce que vous regardez tous les mêmes ? Non. Non, il y a vraiment une première sélection qui est faite. C'est ça. En gros, on a En autonoir, 50 un films, petit peu, c'est ça, ouais. on a 50 films à regarder. Et ensuite, de ces films-là, nous, on en tire quelques-uns qu'on donne à d'autres pour qu'il y ait une deuxième lecture. ouais, tout à fait, une deuxième lecture. Un deuxième visionnage. Et ensuite, on a deux réunions un samedi après-midi où là, on va commencer à sélectionner, on essaie de débattre, on n'est pas toujours d'accord. Oui. On a des coups de cœur, d'autres, voilà, et on a des goûts complètement différents. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quels sont les critères ? Parce que les goûts et les couleurs, comme on dit. C'est très subjectif. C'est Ouais, très c'est subjectif, vraiment- mais on veille parce que parfois il y a des modes un petit peu avec des thématiques, par exemple sur les migrants, il y a pas mal de films sur les migrants, sur les violences faites aux femmes. Ouais. Donc on veille à ce qu'il n'y ait pas 3-4 films qui parlent de la même chose. Oui. Il faut qu'il y ait une diversité. Et c'est ça qui fait le charme des 24 cours, c'est que c'est vraiment des films qui parlent un peu de tout, quoi. Alors c'est vrai que les courts-métrages, pour le grand public, c'est des films qu'on a peu l'habitude de voir. De temps en temps, il peut y en avoir de programmés, soit justement un programme de court-métrage, soit avant un grand film. Mais c'est vrai que c'est des films
qui sont très importants parce que souvent c'est les premiers films même les grands réalisateurs ont commencé par faire souvent des courts-métrages. Et c'est vrai que c'est un médium qu'on a moins l'habitude de profiter et de voir. Donc là, c'est l'occasion de découvrir ça. Il y a des pépites qu'on peut découvrir. Ouais, il y a des films qui passent à la télé, mais tard, libre cours sur France 3, mais ça coûte, enfin, c'est très tard dans la nuit. Puis je sais pas, les gens ne sont pas très au courant des courts-métrages finalement. Oui, c'est ça. Et ça serait bien que par exemple, quand il y a des films qui passent en salle, en intro, il y ait un court-métrage. Oui, c'est quoi. ça. Ouais, Je pense que ça se faisait à une époque. Ça se faisait à une époque, en effet. Et alors, demain, à Mulsanne, Ciné d'ici, la particularité, c'est que ce sont des courts-métrages qui ont un lien avec la Sarthe. Tout à fait. C'est ça, ils sont fabriqués en Sarthe. Ou par des réalisateurs sartois. D'accord. Donc, c'est vrai que Alors, c'est pas le sujet, c'est l'équipe qui l'a réalisé. Voilà. Alors après, ça peut être tourné en Sarthe, Tout à fait. mais... C'est souvent des amateurs. C'est pas forcément des amateurs, mais c'est souvent des amateurs. Et dans le collège où je suis, par exemple, le collège Costa Gavras, on projette, enfin, on a proposé un film. Et donc demain, je vais aller avec 2 élèves pour participer à cette soirée et ils vont pouvoir témoigner. Puis il y a d'autres amateurs qui vont Ce qui est venir. génial, c'est que voilà. ils peuvent voir leur film sur grand écran. Ouais. Donc ça, Ouais. c'est vraiment une opportunité pour eux. On les sent enthousiastes et du coup, on demande qu'il y ait le réalisateur qui soit là pour faire un échange avec le public. Et chaque année, voilà, c'est génial parce qu'ils sont hyper contents de voir leur film sur grand écran. Et en plus, la technique, le cadrage, l'image, etc., le fait de le diffuser sur grand écran, ce n'est pas du tout la même impression. Mais par contre, en termes de travail, enfin voilà, tous les réalisateurs n'ont pas chez eux une salle de cinéma pour voir leurs images. Donc il y a quelque chose aussi à démocratiser sur l'accès à faire des courts-métrages. Il y a des choses qui se font. Alors il y a beaucoup d'amateurs et puis maintenant avec les réseaux on fait des montages, mais même sur l'écriture cinématographique, c'est bien justement de se rencontrer et puis de voir des professionnels et du jury avec Armelle Deutsch qui sera la présidente de votre jury parce que ils vont visionner eux tous les courts-métrages des 7 et 8 février. Ils vont donner un prix pour les tout courts, du coup, le vendredi. 6, 7, oui. Tout à fait. Et après, le samedi et le dimanche, en fait, c'est le première partie le samedi à Bouloir et deuxième partie le dimanche à Arnage. Et du coup, c'est sur toute cette sélection qu'ils donneront le prix du jury pro. Il y en a combien à peu près des courts-métrages, vous savez Il y a 19 tout courts et 16 courts sur les 2 jours. Donc ça fait C'est intense. Est-ce que j'ai jamais été sur les 2 jours, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font les 2 jours, qui visionnent tous les courts-métrages pour jouer au jury? On en a, oui. Des habitués, des fidèles. Tout Ouais. à fait. Ouais. Après, Des professionnels aussi, peut-être un petit peu, certains qui font leur curieux. C'est possible. Après, ce qui est un peu dommage là sur les 2 jours, c'est que la sélection est coupée en 2, quoi. Ouais, Le bien sûr. samedi et le dimanche. Par contre, le vendredi soir, c'est vraiment autonome, c'est les tout courts, quoi. Et il y a une remise de prix le soir même. Oui, donc ça permet Alors que là, vraiment les d'être- prix sont remis le dimanche à Arnage. Oui, donc Voilà. il faut. Donc, ce que je dis était une vraie piste. Il faut aller à Bouloir et à Arnage venir les 2 jours. pour venir les 2 jours Oui. pour bien Pour en voir profiter. l'ensemble de la sélection. Et puis, il y a le prix du public aussi Oui, c'est ça, également. et de voter. Oui, c'est pour ça, c'est que je dis pour se prendre pour un jury, mais pour vraiment. Et puis on a la chance aussi dans ce festival d'avoir des prix dans le milieu scolaire. Donc il y a le lycée Hélène Boucher qui remet un prix au tout court. Et il y a le collège dans lequel je travaille, Costa Gavras, qui remet un prix collégien. Et puis il y a un jury jeune avec des lycéens du Mans qui remettent aussi un prix, quoi. C'est un vrai festival de cinéma et il y a tout comme les grands, c'est juste plus court. Donc on peut en profiter parce que c'est vrai que dans les festivals de cinéma, c'est un peu, on reste sur notre faim sur la programmation. Donc là, vous pouvez vraiment en profiter. On peut venir directement, on peut pas réserver sa Alors, place. c'est fortement conseillé de réserver, surtout pour l'édition des tout courts, donc à lieu au cinéaste et à On Bouloir. réserve sur les cinéastes. Non, directement sur le site internet sur ou le par site des mail. 24 cours ou par mail. Donc réservez vos places pour pouvoir voir tous ces cours et puis jouer au jury, vous avez compris, sur Ciné d'ici demain et puis les 6, 7, 8 pour jouer sur les tout courts le vendredi et puis les courts-métrages le samedi et le dimanche. Merci de nous avoir encore donné envie. Chaque année, ça motive à aller voir des courts-métrages. Sans transition, on va aussi faire un petit tour à la galerie L'Éphémère, Grande Rue, au Mans, pour voir Faribole et autres fumisteries. C'est le titre, je ne me serais pas permise, évidemment, de Almanto. Alors, Pierre-Yves Paulin, peut-être nous présenter cet artiste que vous recevez et votre envie de l'exposer, justement.
Oh, c'est une envie qui n'est pas récente, puisque avec Almanto Alain, ça fait déjà quelques longs mois où on est en projet de faire autre chose que ce qu'on avait pu faire il y a un an et demi, sur un format beaucoup plus ramassé. Donc là, on a ouvert nos portes pour 2 mois, puisque l'exposition se termine fin février, pour des univers picturaux qui sont assez fantasmagoriques, enfin en tout cas qui laissent cours à beaucoup d'imagination, beaucoup d'imaginaire, aussi bien côté peinture que sculpture, parce que ce jeune artiste qu'est Almanto déborde d'imagination, de pratique, et est très 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 surprenant. Entre une première sélection qu'on avait commencé à effectuer il y a 2 mois, Monsieur a commis en l'espace de ces 2 mois, j'exagère un petit peu, mais peut-être une centaine de nouvelles toiles qu'il a fallu à nouveau sélectionner. Je n'étais pas si loin que ça. Il y a une productivité, il y a une urgence à transmettre avec votre travail. Vous faites à la fois de la peinture et de la sculpture. Et dans la définition, on pourrait dire, s'il fallait vous ranger, même si l'exercice est toujours difficile et pas forcément très pertinent, mais dans de l'abstraction en premier lieu. Mais ça veut dire quoi pour vous, l'abstraction ? J'ai eu l'idée d'appeler cette expo Faribole et Fumisterie. C'est un peu à cause de Le Mans Sonore. J'ai pas dit que Le Mans Sonore c'est de la fumisterie, c'est parce que j'ai dit, mais Le Mans Sonore m'a fait penser à John Cage, qui était un compositeur américain, qui était à la fois compositeur de musique, mais aussi philosophe et peintre. Et ce compositeur avait fait des représentations, dont une s'appelait 4 minutes 33 et l'autre 3 minutes 43, dans lesquelles on écoutait le silence. Dans 4 minutes 33, la seule chose qui se passe, c'est un couvercle de piano qu'on ouvre et qu'on ferme, une petite cuillère qu'on pose sur un verre. On se dit en écoutant ça, c'est de la fumisterie. Et en fait, John Cage posait une question qui était capitale, qui était très importante, c'était la place du silence dans la musique. En fait, s'il n'y a pas de silence, il n'y a pas de musique. Exactement. Bon, alors je sais que maintenant, le silence, on nous a démontré que ça n'existait pas, que dans une chambre anéchoïde, on entendait parfaitement les battements de son cœur. Moi, je parle du silence dans la vie commune, qui n'est d'ailleurs pas le même pour moi que pour vous, que pour un gamin de 15 ans. Exactement. Voilà, donc le rapport avec la peinture, c'est parce qu'il a ouvert des portes, quoi. Et dans la continuité de deuxième école de Vienne, Schoenberg, Berg, Webern, et qui a été à la suite poursuivi par Boulez. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la peinture, vous me direz? Et simplement, c'est l'ouverture de voies de recherche. Moi, ce qui m'intéresse, je suis dans la grande tradition française, c'est pas de trouver, c'est de chercher. Et c'est un amusement, chercher autour des formes, autour de l'association des couleurs, du dialogue entre le noir et le blanc et les couleurs. Et puis de faire jouer, quand je fais des formes qui sont beaucoup plus proches du cubisme que de toute autre chose, c'est pour avoir un jeu de réflexion de la lumière. Soit la lumière va, si c'est par exemple de l'acier inoxydable, la lumière va vous renvoyer un peu comme un miroir, mais vous aurez aussi des zones d'ombre dans les creux, la lumière va être absorbée. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est les alternances entre la réflexion de la lumière et son absorption, plus que la forme en elle-même. Voilà, c'est ce qu'on voit dans l'espace, en fait. Quand vous parliez tout à l'heure du silence dans la musique, et ben là, c'est ce que vous nous proposez de faire avec votre travail, c'est d'aller regarder là où il y a la matière, là où il n'y en a pas, et les effets que ça a sur l'environnement. Occuper l'espace, mais aussi délimiter l'espace. C'est ça qui m'intéresse dans la sculpture. Pour moi, le sculpteur, c'est quelqu'un qui a un burin, un marteau. Donc, c'est pas de la sculpture. De l'œuvre... C'est rechercher et créer des formes, voilà, point. Alors, je peux dire que vous aviez une carrière médicale avant, donc cet aspect de recherche, finalement, il y a un côté peut-être... une philosophie de vie consacrée à cette expérimentation, cette recherche? Je suis un peu Mr. Jekyll. Je suis schizophrène, mais pas en même temps. C'est-à-dire,
J'ai été chirurgien des yeux pendant 41 ans, mais c'était pas en même temps que la peinture. Là, j'avais fermé complètement la porte parce que à cette époque-là, on travaillait beaucoup. Je dis pas beaucoup plus que maintenant, mais beaucoup. Et avant, pendant mes périodes de lycée, j'allais à l'école des Beaux-Arts de Tours. Et il y avait un professeur qui s'appelait Pierre Vignac, qui était peintre en même temps, qui m'avait poussé. Et j'hésitais à savoir est-ce que je fais architecture ou est-ce que je vais vers la médecine. D'où la productivité maintenant, vous avez rattrapé votre temps. J'ai fait 41 ans, j'ai rempli mon devoir auprès de la société. Et après, j'ai dit maintenant, je change complètement de vie. Depuis 13 ans, je n'ai pas ouvert un bouquin de médecine, mais je suis à fond là-dedans, quoi. Et je travaille vraiment. Je ne me prétends pas un artiste, mais je travaille comme un professionnel, voilà. Et quand vous dites que vous avez fait votre service auprès de la société, peut-être que c'est maintenant que vous le faites aussi bien en nous proposant cette exposition. En tout cas, Pierre-Yves Paulin, ces fariboles et autres fumisteries, il y a de la couleur, il y a de la joie, il y a des émotions aussi sur une toute forme de mode d'expression. Donc c'est une exposition vraiment à découvrir. Et là encore, de tous les âges, on ne peut pas vraiment classer cette œuvre-là. Il faut venir visiter, la ressentir et puis vivre un petit temps avec. Et ressentir. En termes de vibration, oui, je trouve ça très fort ce qui est proposé par Almanto. Donc, plaisir des yeux toujours et de la découverte. C'est ça. C'est Grande Rue au Mans. Vous avez jusqu'à fin février. Voilà, il vous reste encore quelques semaines pour aller découvrir cette belle exposition. Merci d'être venu sur le plateau nous parler de vos événements. Je ne me l'approprie pas du tout. C'est pour vous aussi, évidemment. Et puis, on va finir avec les Mycéliades et le Fantastique tout de suite dans Culturel. Vous avez peut-être entendu parler des Mycéliades, cet événement national qui a lieu jusqu'à mi-février. Et il s'en passe des choses aussi en Sarthe, chez nous. C'est autour de l'imaginaire, du fantastique. Et j'ai le plaisir de recevoir Alan Dugipérou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Fantastinette. Vous êtes venu avec Mélanie Lang. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire de cette association. Et Véronique Le Tournou. Bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez à la bibliothèque universitaire du Mans. Et voilà, il y a plein d'acteurs qui s'emparent de cet événement avec des propositions qui sont faites. Alors, qui veut me pitcher en quelques secondes l'univers des Mycéliades et du fantastique, de l'imaginaire? Enfin, il faut peut-être donner un petit peu des limites, même si je sais que c'est peut-être justement le jeu de ne pas en mettre. Je vois que tu es... Alors, juste, mais tu compléteras, les Mycéliades, c'est un festival de science-fiction, mais donc qui recouvre des propositions d'animation, aussi bien culturelles que éventuellement scientifiques également, des jeux, enfin, il y a plein de choses. Après, sur les domaines un peu plus précis de l'imaginaire, je laisse la parole à Alan. Donc, sur tout ce qui est imaginaire, on va être de toutes ces littératures qui vont nous sortir un peu de notre quotidien, qui vont nous proposer de voir le monde à travers un regard futuriste, décalé, qui vont nous permettre de faire le point de côté pour réfléchir sur notre société. Alors justement, c'est ça, hein, les Fantastinettes, c'est aussi de dire que la science-fiction, c'est pas que ça. Le fantastique, il y a d'autres modes d'écriture, d'expression, et que c'est pour ça que j'emploie le mot imaginaire, qui est peut-être un petit peu fourre-tout, mais qui exprime qu'il n'y a pas que le côté science-fantasy qu'on peut, à un moment donné dans sa vie, rencontrer, aimer ou ne pas aimer. C'est un peu plus large que ça. Oui, il y a plein de sous-genres, de différentes catégories. Dans le cadre de l'imaginaire, il y a toute la partie science-fiction, mais aussi, comme vous l'avez dit, la fantasy, qui permet de regrouper plein de genres différents. Alors l'idée là, Véronique Le Tournou, pour les bibliothèques ou pour la BU au Mans, c'est aussi d'avoir des moments un peu clés comme ça, où on met la lumière sur des genres ou des événements. Ça permet de faire ressortir des auteurs ou d'avoir une thématique comme ça
pour faire se rencontrer des gens qui vont être déjà convaincus par le genre, ou au contraire, voilà, nous rappeler qu'il y a ces thématiques-là aussi à lire? Oui, tout à fait. Alors, ça ne s'adresse pas du tout qu'aux adeptes du genre, bien sûr. Exactement. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et puis, ce qui est intéressant sur ce festival, c'est que c'est un festival qui est en partenariat avec différentes personnes. Donc, en l'occurrence, il y a aussi le réseau des médiathèques, les cinéastes et nous. Et puis, ça permet de proposer plein d'animations de différentes natures, en fait. Oui, Il y en a ça, un peu parce qu'on pour peut tous les voir goûts. des films, il y a des rencontres avec des auteurs, des débats, enfin sur des questions par rapport... Ateliers d'écriture, club lecture, des séances de jeu, enfin, pour tous les âges, tous les goûts. Voilà, sur 15 jours, on a plein de propositions très variées. Alors justement, vous parliez de vos partenaires, vous faites partie de la Bibliothèque universitaire du Mans. Je le rappelle aussi que la Bibliothèque universitaire n'est pas réservée uniquement aux étudiants, et c'est pas forcément qu'on a un devoir à faire, qu'on doit accéder à cette bibliothèque. Évidemment, c'est un lieu de culture aussi et d'échange, où il se passe parfois des clubs de lecture ou autres, et c'est un lieu de ressources aussi pour le grand public. Oui, tout à fait. C'est avant tout une bibliothèque, donc forcément une ouverture sur la culture et sur le monde, et bien sûr, elle est ouverte à tout le monde. N'importe qui peut venir s'installer, s'inscrire, et on propose des choses très régulièrement tous les mois, des conférences, des clubs lecture, ateliers d'écriture, des expos, enfin plein de choses. Et donc vous, avec Fantastinet, c'est important aussi de pouvoir vous câbler comme ça sur des festivals, des événements qui sont dans le jargon de vos clubs de lecture, et voilà, et pour montrer aussi, pour communiquer sur vos échanges, sur les nouveautés, sur vos clubs de lecture. Alors le sujet important, et c'est pour ça qu'on est très content d'avoir un partenariat, et la BU et les médiathèques, c'est aussi un moyen pour nous d'avoir des actions locales, d'amener la culture et la vulgarisation sur les littératures d'imaginaire aussi à des publics qui ne le connaissent pas. La première intervention qu'on a, c'est vendredi prochain à 18h, et c'est autour justement de l'explication des genres et en quoi les littératures de SF, d'imaginaire au sens large, sont des littératures d'alerte, et pourquoi il est intéressant de s'y intéresser et de les confronter aux réalités quotidiennes. Ouais, c'est là où on disait qu'on n'est pas forcément friand de science-fiction dans la lecture, mais on peut s'intéresser au sujet de manière Exactement. plus large. Et la table ronde qu'on va voir avec Katie Stewart va juste être incroyable. 2 universitaires qui discutent ensemble, dont une qui est en plus autrice de science-fiction. On va penser l'actualité, l'effondrement, et imaginer comment on construit demain, ou comment on construit demain dès maintenant. Donc ce sont vraiment des thématiques qui font écho aux inquiétudes des citoyens et des citoyennes aujourd'hui. C'est un sujet très d'actualité. Et alors, je ne vais pas spoiler ce qui se passe dans vos rencontres, mais on a plusieurs solutions finalement. C'est ça aussi dans l'imaginaire, c'est que l'avenir n'est pas tout rose, mais il n'est pas forcément que tout noir. Et la science-fiction, ce n'est pas que des mondes où il n'existe plus d'humains et où il n'y a pas de possibilités. Non, bah justement, il y a encore de l'espoir. Donc voilà, ça fait partie... c'est le thème d'ailleurs de notre prochain club de lecture, voilà, un nouvel espoir. Mais voilà, on cherche des solutions, on essaye de créer une autre société, voilà, aller dans différentes directions. Le nouvel espoir, donc vous l'avez dit, ça c'est le 14 février, je crois, le rendez-vous de votre club de lecture. Donc vous pouvez aller sur le site des Miss Eliade, vous voyez le programme qu'il y a en Sarthe, et vous pouvez profiter de toutes les manifestations. Et puis évidemment, aller sur le site de Fantastinet pour en découvrir un peu plus, puis vous viendrez nous parler plus en précision de l'association. Avec grand plaisir. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de cet événement. Il s'en passe des choses en Sarthe. Je compte sur vous pour sortir, aller dans les bibliothèques, voir des expositions, voir des spectacles. Et nous, on se retrouve même heure la semaine prochaine sur LMTV.